cette question des invasions sarrasines en Provence, il faut replacer l'événement dans un contexte plus général, celui de l'Europe occidentale du 8e au 10e siècle, et ne pas oublier également l'Empire byzantin, dont il faut parler parfois. Il est nécessaire de préciser le sens des mots, et en particulier celui de Sarrazin, puisqu'il y a eu des erreurs commises à ce sujet. Pierre, parlez le micro plus près. Il se rapporte au Saracénie, c'est-à-dire un mot nominatif pluriel qui désigne des populations de l'Arabie heureuse, c'est-à-dire le sud-ouest de la péninsule arabique actuelle. Le nom est attesté par Ammien Marcellin, qui vivait vers 330 et qui est mort vers 400, et par Saint Jérôme, né vers 340 et mort en 420, tous deux à peu près contemporains et en tout cas antérieurs à l'islam. Il désignait à l'origine, comme nous le voyons, les Arabes. Mais il a ensuite et rapidement désigné tous les musulmans, et à tel point qu'il a été employé en Provence par les Turcs, même au XVIe siècle. Les citations d'Ammien Marcellin et de Saint Jérôme sont extraites du dictionnaire latin-français de Félix Gaffio, que beaucoup d'entre nous connaissent. De même, nous aurons incidemment à parler des Gascons. Alors, ils sont désignés dans les textes par le mot vasconès, qui a été traduit souvent à tort par les Basques, à propos de Roncevaux, par exemple. Bon, en tout cas, il faut fixer à 536 environ l'établissement des Francs en Provence. Et elle a été effectuée, le fait mérite d'être signalé, avec l'accord de l'empereur byzantin et des Ostrogoths d'Italie depuis la chute du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus. Du fait des nombreux partages mérovingiens, Marseille était passée à l'Austrasie et le reste au royaume de Bourgogne. En tout cas, dans les textes, le mot provincia apparaît autant que Austrasie, Burgondie ou Aquitaine. Après la bataille de Poitiers, en 732, Charles Martel veut barrer la vallée du Rhône aux Arabo-Berbères venus d'Espagne. D'autre part, la Septimanie, c'est-à-dire l'équivalent des départements actuels des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard, c'est-à-dire donc allant jusqu'au Rhône, appartenait au royaume wisigoth d'Espagne. On désignait sous le nom de Septimanie. Et donc, il est à ce moment-là l'objet des invasions sarrasines. Mais une partie des Provençaux, à l'instigation d'ailleurs d'un comte nommé Moron, appelle les Sarrasins à leur aide. C'est une des nombreuses trahisons et volte-face auxquelles nous faisons face dans l'histoire de cette période. Donc ils appellent les Sarrasins à leur secours, et Charles Martel va devoir lancer plusieurs expéditions en Provence et en Septimanie et en Provence de 736 à 759. La trahison de Moron est durement réprimée. Cela explique d'ailleurs pourquoi Charles Martel n'a pas très bonne presse dans les histoires de Provence ou de Languedoc du XIXe siècle en particulier, dans les travaux d'érudits assez nombreux à l'époque et qui d'ailleurs ne manquent pas de valeur. Effectivement, il y a eu un pillage de la Provence du fait de Charles Martel, bon, mais comprenons-nous bien, d'une part, pensons
au mot de Lyautey, savoir on ne fait pas la guerre avec des chaisières. Bon, en second lieu, il faut aussi penser que la trahison était à peu près partout. Et c'est à ce moment-là une constante. C'est à ce moment-là une constante que l'on a commencé à voir avec les premières incursions en Afrique du Nord. Bon, certes, on peut parler, et elle est vérifiée par l'expérience, on peut parler de la versatilité berbère, et effectivement, si, malgré d'ailleurs une certaine résistance du front berbère qu'il ne faut pas négliger, malgré cette résistance, l'Afrique du Nord a été assez vite islamisée. Et ensuite, pour l'Espagne, la conquête de l'Espagne par les arabo-berbères, à partir de 711, date fatidique, qui est le franchissement du détroit qui se rappelait, et de l'endroit qui se rappelait Gibraltar par la suite, venant de Jebel al-Tariq, Tariq étant un de ces nombreux renégats berbères de l'époque. Eh bien, la conquête de l'Espagne est relativement aisée, à tel point que certains ont cru, de façon, à mon avis, téméraire, que les Arabes n'avaient jamais envahi l'Espagne. Bon, foi de ces amateurs de paradoxes, il n'empêche, malgré tout, qu'il y a eu, au milieu d'un ralliement un peu trop général, il y a eu des événements comme l'héroïque résistance de Mérida, qui a soutenu un siège de 3 mois avant d'être réduite par la force et d'être copieusement saccagée. Et on assiste à peu près la même chose en Provence. Je m'étends un peu sur ces préliminaires en raison justement de constantes que l'on va voir. Bon, en tout cas, entendons-nous bien aussi, de façon à corriger certaines imprécisions, il est inexact de dire que la Provence a plus souffert de Charles Martel et de ses bandes que des invasions sarrasines. Bon, les textes prouvent le contraire. Bon, néanmoins, Charles Martel a pillé les biens d'église. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Mais à tel point que le pape, Saint Grégoire III, d'ailleurs d'origine syrienne, le fait est à retenir, le pape le met en demeure de réparer les préjudices causés à l'Église sous peine de se voir refuser par Saint-Pierre l'accès au paradis. La Provence sous les Carolingiens est administrée, comme le reste du pays, par des comtes et des évêques, et inspectée par des missi dominici, création de Charlemagne, comme nous le savons. Dans l'ensemble, le pays est calme. Autre date importante, et qui intéresse aussi notre Provence, au traité de Verdun. En 843, la Provence est comprise dans le domaine de Lothaire, qui hérite en quelque sorte du titre impérial. C'est le fils aîné de Louis le Pieux, donc le petit-fils de Charlemagne. La détestable habitude du partage, ancrée dans la mentalité des Francs, comme de tous les autres barbares, plus ou moins romanisés à l'époque, et plutôt moins que plus à ce moment-là, cette détestable habitude apparaît de nouveau à la mort de Lothaire en 855. La Provence est attribuée à son 3e fils, Charles, qui reçoit le titre de roi. Mais Charles meurt sans héritier en 863 et son héritage est disputé entre ses frères et ses oncles. Ses oncles qui sont Charles II le Chauve de France, c'est-à-dire la Francia Occidentalis, et Louis le Germanique, roi de Germanie, ou plus précisément de la Francia Orientalis. Après 15 ans de guerre, Boson
un seigneur, beau-frère de Charles Chauve, reçoit la Provence et le Viennois du roi de France. En 890, il est élu roi de Provence viennois par les seigneurs et prélats provençaux. Son fils, Louis II, va obtenir l'Empire, mais un seigneur, Hugues d'Arles, exerce une véritable régence sur la Provence. À la mort d'Hugues d'Arles, Provence et Viennois s'incorporent à la Bourgogne pour former le royaume de Bourgogne-Provence, plus connu sous le nom de royaume d'Arles, bien qu'en fait, Arles n'ait jamais été la capitale exclusive. Les capitales exclusives, d'ailleurs, n'existaient pas à ce moment-là. Sauf Aix-la-Chapelle, au dernier lieu, pour Charlemagne. L'influence des rois d'Arles sur la Provence reste très faible, mais le renouvellement du personnel administratif, comte et vicomte, va être l'événement majeur. Parmi ces derniers, nous trouvons un autre boson, comte de Provence, et Guillaume, son frère, comte d'Avignon. Cet autre boson sera la tige de la famille de Guillaume le Libérateur, dont nous allons parler. Contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'époque qui a suivi la donation par Charles Chauve, donc contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, le nouveau personnel fait souche. Et nous avons à ce moment-là de véritables dynasties seigneuriales. Et l'une d'elles est précisément celle de Guillaume le Libérateur, qui est à l'origine d'un événement capital auquel le roi d'Arles demeure d'ailleurs étranger, la lutte contre les Sarrasins et leur expulsion. Alors comment les Sarrasins étaient-ils parvenus en Provence? Dès l'époque de Charlemagne, il faut bien insister là-dessus, dès l'époque de Charlemagne, les navires musulmans partis des ports d'Afrique du Nord et de l'Espagne attaquent les côtes italiennes, la Sardaigne, la Corse. Jacques Hers a parlé de véritables républiques maritimes organisées pour la guerre de course, la piraterie et la chasse aux esclaves, qui ont lancé pendant près de 2 siècles des raids dévastateurs sur les régions vitales de la chrétienté méditerranéenne, c'est-à-dire Campanie, Latium, Provence et un détail important, le sud de l'Italie appartient à l'Empire byzantin. C'est la raison pour laquelle dans ces questions qui sont des questions de politique méditerranéenne, le rôle de l'Empire byzantin sera important. D'ailleurs, Byzance a été, dans un laps de temps assez court, a subi 3 sièges des Arabes. Et encore une erreur, ou plutôt un paradoxe qui a été érigé au rang de certitude. Bon, les Arabes possèdent rapidement une flotte. On vient de voir la preuve à l'instant. C'est la raison pour laquelle prétendre que les Arabes n'ont pas envahi l'Espagne sous prétexte qu'ils n'avaient pas la flotte suffisante ne tient pas debout. Les attaques, donc fait nouveau, on attaque les côtes d'abord, et ensuite les attaques pénètrent à l'intérieur des terres. Vers 830, la conquête de la Sicile renforce les positions musulmanes, et toute l'Italie méridionale est menacée. Et nous verrons que la menace ira jusqu'à Rome et au-delà. Alors ces pirates et chefs de bande musulmans sont appelés communément, à partir de cette époque, les Sarrasins. Tous les textes sont d'accord au sujet-là. Comme nous l'avons vu, au début, synonyme d'arabe. Alors, ils s'installent à Tarente et à Bari en particulier. En 846, une date tragique oubliée, d'ailleurs, sous le pontificat du pape Sergius III, de 1844 à 1847, les Sarrasins pillent Rome
ses églises et ses monastères, ce qui prouve bien, encore une fois, que ces razzias sont bien et bien prémédités. Rome n'est pas attaquée par hasard. De même, en allant vers Poitiers, les Sarrasins avaient un objectif très précis, qui était Saint-Martin-de-Tours, et pourquoi pas jusqu'à Notre-Dame. Les Sarrasins donc pillent Rome, ses églises et ses monastères, et c'est un trait de mentalité à bien retenir aussi. Les Romains et par la suite la chrétienté entière voient un châtiment du ciel dans cette invasion qui dévasta aussi la campagne romaine. Châtiment du ciel qui, cette fois-ci, touche le pape, totalement inféodé à l'empereur carolingien Lothaire. Le pape semble, d'une part, s'être procuré de l'argent d'une façon, disons, illicite, et d'autre part, il semblerait aussi que sa théologie était guère plus licite. Dans les années suivantes, encore preuve de préméditation, le sanctuaire lombard de Monte Gargano sur l'Adriatique est dévasté. Bari est bien repris par les Byzantins, qui possèdent toujours l'Italie du Sud, mais l'émir de Tarente reste très dangereux. Question de vocabulaire, qui serait aussi une question d'actualité, dirions-nous. Pour qu'il y ait eu un émir à Tarente, c'est vraiment que l'implantation était forte. Les Sarrasins se retranchent dans leur camp fortifié, établi le long de la côte tyrrhénienne, en gros jusqu'au Garigliano, c'est-à-dire dans le nord de la Campanie. C'est une longue litanie de pillages, dont les plus connus sont ceux de Saint-Vincent et du Mont Cassin. Souvent, les chefs chrétiens des principautés lombardes n'ont pas l'importance des Lombards en Italie, qui va jusqu'à Rome. Et donc les chefs chrétiens des principautés lombardes sont exactement comme l'étaient les Visigoths d'Espagne, englués dans d'interminables conflits, et la plupart d'entre eux achètent littéralement leurs services. Le duc de Naples s'allie à l'émir de Palerme. Naples devient, selon l'expression de Jacques Hers, une autre Palerme, une autre Afrique. La reconquête chrétienne de l'Italie est l'œuvre des escadres et des armées de Byzance. Ne jamais perdre de vue cette solidarité qui, malgré de nombreux dissentiments, existe entre l'Orient et l'Occident. Très souvent d'ailleurs, la papauté, et il y eut de grands papes à ce moment-là, tous n'étaient pas de la trempe de Serge II, et donc en 880, les Byzantins reprennent Tarente. Le pape Jean VIII, un grand pape méconnu, de 872 à 882, date de son pontificat, mène lui-même, malgré son âge, une campagne contre les Sarrasins et sauve Rome d'un nouveau désastre. En 915, nous nous rapprochons donc de nos dates. En 915, la dernière place forte musulmane, celle du Garigliano, est réduite. Mais presque aussitôt, l'établissement à Palerme des Fatimides d'Afrique du Nord, la Sicile reste une tête de pont musulmane en quelque sorte. Cet établissement des Fatimides d'Afrique du Nord relève à ce moment-là, relance les incursions sarrasines et aussi la guerre de course. La guerre de course, on ne le dira jamais assez, est antérieure aux Turcs du XVIe siècle. Et cette guerre de course est menée par des mercenaires slaves, plus ou moins islamisés, fixés
dans les îles de l'archipel illyrien. Toujours, malgré des hauts et des bas, cette présence que l'on voit à la latitude de l'Italie du Nord. À nouveau, les villes de Calabre et de Campanie sont saccagées, et il en est de même pour Gênes en 932. Donc on a une impression de perpétuel recommencement. Les Grecs de l'Italie du Sud payent de lourds tributs. La situation de Dymi a toujours été catastrophique, et là particulièrement. Plus tard, en juillet 982, l'empereur Othon II, empereur du Saint-Empire, lance une campagne en Apulie et en Calabre, et celle-ci se termine par une catastrophe, à tel point que l'empereur est obligé de se réfugier sur un navire byzantin. Les Arabes campent toujours sous les murs de Paris. Les Byzantins ne l'emportent qu'avec l'aide des flottes chrétiennes d'Italie, vénitiennes et pisanes surtout, dont la prospérité d'une part, et la prospérité matérielle et l'importance politique est en train de s'affirmer. Ce dernier point est important donc parce que en cette fin du Xe siècle, il témoigne de l'essor des cités marchandes du Nord et aussi des nouvelles sources de l'Occident. Plus tard, les Normands infligeront aux Sarrasins des échecs décisifs et la Sicile sera libérée de ces invasions. En Provence, les pirates sarrasins, chasseurs d'esclaves et de butins, isolent la Corse et la Sardaigne et attaquent en 842 et 849 Toulon, Nice en 813, Marseille en 838, Arles en 842 et 869. Ce sont donc des attaques récurrentes. Dans le dernier quart du IXe siècle, une bande s'établit et constitue une véritable base fortifiée à Fraxinetum, c'est-à-dire à peu près sur l'emplacement de la garde freinée actuellement. Et cette tête de pont musulmane sera longtemps invulnérable. À partir de là, les Sarrasins poussent de rapides razzias dans les vallées des Alpes et jusque sur les rives du lac de Constance. À l'abri de leurs murailles, les villes, sauf Fréjus, saccagées, résistent. Mais la campagne est complètement saccagée. Il est faux de dire que pendant longtemps, les Sarrasins ne rencontrèrent pas de résistance. Mais celle-ci ne fut coordonnée que plus tard par le comte Guillaume, qui sera surnommé le Libérateur, et aussi par les moines de Cluny. Quelques mots à dire sur les Clunisiens. En effet, la puissante personnalité de Saint-Bernard et de l'ordre de Cîteaux a quelque peu estompé les moines de Cluny. Le quatrième abbé, Saint-Mailleul, est provençal. Il est né vers 910 à Valençol. Son père, Fouquier, possédait différents domaines dans les comtés d'Apt, d'Aix, de Sisteron, de Riez et des villets, c'est-à-dire pluriel de villas, donc domaine agricole essentiellement, à Puy-Moison et à Valençol. En 954, Mailleul accède à l'abbatiat. Vers 972-973, Mailleul, revenant de Rome, rejoint Cluny et il tombe dans une embuscade près du col Saint-Bernard et du sanctuaire de Saint-Maurice d'Agone.
actuellement dans le canton du Valais en Suisse. Il est vraisemblable que l'embuscade avait été organisée à bon escient. Les agresseurs, visiblement informés, exigent une importante rançon, et ce qui est certain aussi, c'est que les occupants de Sarrazin s'étaient assurés de complicité parmi les populations de certaines autres régions alpines. La capture de Bailleul provoque une croisade avant l'heure. Mettons le mot croisade entre guillemets, puisque c'est un anachronisme pour l'époque. C'est pour ça que je parle de avant l'heure. Guillaume, comte de Provence, son frère Roubaud, avec l'aide d'Ardouin, marquis de Turin, et du comte de Savoie, va repousser les Sarrasins. La victoire est remportée, la victoire décisive est remportée par Guillaume à Tourtour, comme nous savons dans le Var actuellement. L'expulsion des Sarrasins peut être considérée comme définitive, mais les raids ont continué pendant longtemps, en forçant même les villes en clause de muraille. Toulon est encore pillé en 1178 et en 1197. Sous prétexte de manque de texte et de résultats tangibles de fouilles archéologiques, le fasciné, la garde freinée aujourd'hui, a été minoré. Enfin, l'établissement des Sarrasins a été minoré. Bon, nous avons pourtant une source essentielle, celle de Luitprand de Crémone, dont il faut dire quelques mots. Luitprand de Crémone a vécu entre 920 et 972. Il est fils d'un noble lombard, diacre à Pavie, qui fut ensuite l'ambassadeur du roi des Lombards Béranger II à Constantinople, disgracié. Il se retire en 946 auprès du roi de Germanie, Othon Ier, qui va devenir empereur. Othon le nomme en 961 évêque de Crémone. Luitprand a écrit plusieurs œuvres. La principale, Antapodosis, qui est notre source, enfin source citée en l'occurrence, puisque je ne suis pas allé au texte, va de 887 à 950. Et c'est, comme je disais, la meilleure source sur la garde freinée. Anecdote qui montre bien l'abîme d'ignorance et de confusion dans lequel nous nous trouvons. Le guide Michelin de la Provence, que nous avons connu plus sérieux habituellement, une fois n'est peut-être pas coutume, écrit froidement que les Arabes à Lagarde-Guérin ont initié les populations locales à l'usage du bouchon de liège et de la tuile romaine, sikh. Enfin, en tout cas, ce qui est moins innocent que les bouchons de liège et la tuile romaine, ce sont les pillages. Luitprand, il y a l'envers du décor aussi. Luitprand indique bien que les habitants de la Provence, au lieu de s'unir spontanément contre les envahisseurs, ne pensent qu'à s'entre-déchirer. Plusieurs même, comme en Espagne, implorent le secours des infidèles contre leurs ennemis chrétiens. Il s'ensuit une longue série de massacres et de pillages qui ne sont pas toutes imputables aux musulmans, mais qui en tout cas, comme les musulmans, transforment une terre fertile en un véritable désert. Bon, ceci est d'autant plus grave que les Sarrasins se renforcent par de nouveaux renforts qui arrivent d'Espagne ou d'Afrique du Nord. Pour bien voir ce qu'est aussi la confusion des esprits, qu'il ne faut pas évidemment juger avec notre mentalité,
mais enfin qui est révélatrice. En 941, Hugues d'Arles, qui a pris le titre de roi, demande l'aide de l'empereur byzantin Romain Ier Lécapen, qui était amiral de la flotte byzantine avant d'arriver à la dignité impériale. Hugues attaquerait par terre et la flotte byzantine bloquerait la mer. Le roi d'Arles pénétra dans le Fraxiné et força les Sarrasins à se réfugier dans la montagne des Morts. Il aurait pu évidemment les assiéger, ce qui aurait été très facile, et de ce fait, il aurait mis fin à la domination sarrasine. Mais voilà, Hugues d'Arles partit lorsqu'il apprit qu'en Italie, son compétiteur Béranger d'Ivray menaçait sa souveraineté, souveraineté d'ailleurs bien fragile, en Italie du Nord. Donc, les troupes d'Hugues d'Arles s'en vont, et bien entendu, les Byzantins, qui ne pouvaient plus intervenir, puisqu'ils étaient uniquement sur mer, sont obligés de repartir eux aussi. Mais qui plus est, Hugues conduit une alliance avec les Sarrasins pour les installer dans les Alpes italo-suisses, ceci afin d'empêcher Béranger d'Ivray d'y accéder. Les Sarrasins en profitèrent pour massacrer de nombreux chrétiens au passage, ou qui se rendaient en pèlerinage à Rome et qui avaient eu la prudence d'emprunter ce chemin. Une petite parenthèse aussi sur Hugues d'Arles. Il avait épousé en troisième ou quatrième noces Marozia, qui appartenait à une famille noble de Rome et qui est intervenue très largement dans les élections pontificales, à tel point qu'elle avait même imposé son fils, qui n'est pas fils d'Hugues d'Arles, mais d'homme pape. Donc elle avait imposé son fils au trône pontifical. Nous sommes avant la réforme grégorienne, bien entendu. Donc ce qui explique tous ces dérangements. Et cette intrusion de Marozia ainsi que Théodosia dans les élections de pape, dans les conclaves, explique la légende de la papesse Jeanne peu de temps après. Décision qu'il fallait attendre l'action conjuguée de Saint-Mailleul, de Guillaume le Libérateur et d'Arduin de Turin pour qu'enfin Fraxinétum soit réduite. L'expulsion des Sarrasins peut être considérée comme définitive, nous l'avons vu aussi, mais les raids ont continué avec l'exemple de Toulon, qui était 2 fois pillé, 1178 et 1197. Alors, les conséquences de l'expulsion des Sarrasins furent d'abord politiques et sociales. Elles contribuèrent sans aucun doute à la mise en valeur des terres récupérées après leur abandon par les Sarrasins. Guillaume le Libérateur, comte de Provence, est secondé par son frère Roubaud, qui a le titre de marquis de Provence. Il est difficile de distinguer véritablement les termes de comte et de marquis de Provence. Le pays provençal ne souffre pas trop de l'émiettement féodal. Vicomte à Marseille, Avignon, Sisteron, Gap et Nice, seigneurs des baux les plus importants et de Château-Renard, entre autres. Malgré son avidité pour les biens d'église, la féodalité provençale n'empiète pas trop sur le spirituel. La réforme grégorienne, celle de Grégoire VII, donc, entre 1073 et 1085, prive les féodaux des biens d'église. Les partages successoraux émiettent d'autre part les fortunes territoriales. Les guerres privées, avant la trêve de Dieu au XIe siècle, les croisades affaiblissent l'élément féodal qui se tissue. Les nobles, appelés dans les textes milites, se distinguent assez mal des bourgeois.
l'émancipation des villes en est favorisée. Mais le fait dominant est le réveil religieux. Les anciennes abbayes, Saint-Victor et les Reins, revivent et de nouvelles sont fondées. Montmajour, Gagnan-Gobi, entre autres. Les cartulaires sont dressés et remis à jour. Saint-Victor étend ses possessions jusqu'en Catalogne et en Sardaigne. Saint-Victor, comme nous le savons, est en Provence un foyer ardent de la réforme de l'Église, qui permet aussi aux évêchés provençaux d'échapper aux familles féodales. Après le réveil religieux, le réveil économique, lié à une augmentation considérable de la population. Repopulation après les nombreux massacres des Sarrasins. Nous en avons des témoignages. Multiplication des faubourgs et des villes, réfection et élargissement des remparts, et surtout construction d'églises et création de paroisses. Les conditions de la culture s'améliorent, mais surtout le commerce maritime reprend. Enfin, en 1095 est prêchée la première croisade. Le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, marquis de Provence, conduit l'armée des Provençaux, c'est-à-dire des croisés du Midi. Selon l'expression de Jacques Herse, déjà citée, nous nous trouvons devant déjà de nouvelles forces de l'Occident. La trop longue période de dissension entre chrétiens, qui ne jalonne que trop les 8e et 9e siècles, a fait place, relativement du moins, au moment de cette reconquête, à un sens de la solidarité devant l'envahisseur infidèle. En laissant le mot entre guillemets sous peine d'anachronisme, on a pu parler de croisade provençale de Guillaume le Libérateur. Et encore, la complaisance, voire la complicité active devant l'envahisseur, ne doit pas marquer les actions spontanées de défense. Revenons à l'exemple aussi peu connu que, à mon avis, essentiel. La facilité de la conquête de l'Espagne ne doit pas faire oublier la résistance héroïque de Mérida. Entre le débarquement de Tariq, sans doute renégat berbère, comme je l'ai dit, et la victoire de Palaio Pélage en français à Covadonga le 28 mai 722, il ne s'est écoulé que 11 ans. Ce qui prouve quand même une volonté déterminée de reconquête. Au-delà des reconquêtes ibériques à partir du 8e siècle, et plus rapidement provençales au 10e, il y a une politique continue, où le rôle de la papauté, sauf l'éclipse due à la période de décadence au XIe siècle, auquel il a été fait allusion tout à l'heure, Rome, elle-même gravement menacée pendant un certain temps, fédère en quelque sorte le rôle prédominant de fortes personnalités comme Charles Martel, Pépin le Bref et Eudes d'Aquitaine au 8e siècle, et il n'est pas exagéré de le dire, Guillaume le Libérateur au Xe siècle. Le second aspect de ce rôle fédérateur de la papauté, un exemple en est donné au moment où Saint Grégoire III intervient pour éviter un affrontement entre Charles Martel et Eudes d'Aquitaine. C'est grâce au pape que tous deux seront vainqueurs des Sarrasins à Poitiers au lieu de s'entre-déchirer. Il est nécessaire, pour l'intelligence de la question, de revenir un peu sur cette question de Poitiers et des Francs d'une part et du duc d'Aquitaine d'autre part. Parce que la victoire de Clovis à Vouillers avait permis au royaume franc d'acquérir une grande partie de l'Aquitaine. L'Aquitaine, autrefois,
arrivait jusqu'à la Loire, c'est-à-dire à peu près jusqu'à Orléans, et ensuite, si tant est qu'on puisse parler de véritables frontières à l'époque, suivait le cours de la Loire et redescendait vers Toulouse. Or là, l'Aquitaine est réduite à ce qui s'appellera plus tard la Gascogne. Et il y avait un antagonisme entre Francs et Gascons, antagonisme lointain, et que l'on peut comprendre du fait que les Francs avaient été les seuls barbares qui n'aient jamais connu l'arianisme. Le baptême de Clovis a introduit donc la nation franque dans le catholicisme romain. Comme nous le savons, l'influence venait de Sainte Clotilde, elle-même fille d'un souverain burgonde arien, mais elle-même convertie au catholicisme romain. Or, les Visigoths d'Espagne et d'Aquitaine étaient ariens, comme tous les barbares, francs exceptés, mais le royaume wisigoth d'Espagne avait été reconquis par Récarède et Saint-Isidore par le roi Récarède et l'évêque Saint-Isidore de Séville, et donc à l'époque des faits, l'arianisme n'existait pratiquement plus dans le royaume wisigoth d'Espagne. Mais il y avait chez les Francs une espèce de... C'était peut-être un zèle de prosélyte récent. Il y avait une sorte d'animosité à l'égard des Gascons, accusés à faux d'arianisme. En fait, il ne restait, ceci est un détail, il ne restait que quelques résidus d'arianisme qu'on appelait les homéens, enfin, qui n'intéressent pas la question. Et il a fallu que le pape intercède, et lorsque l'invasion est devenue très grande, que Toulouse a été menacée, Eudes d'Aquitaine, que l'on appelle assez souvent Huon ou Huon, Eudes d'Aquitaine avait sauvé Toulouse. On peut dire que cette bataille peu connue a été presque aussi importante que Poitiers. Et ensuite, ça n'a pas empêché les Sarrasins de saccager au passage Bordeaux et de monter vers Poitiers. Et c'est à ce moment-là que Charles Martel est intervenu et a remporté, avec l'aide des Gascons d'Eudes, la victoire de Poitiers. D'ailleurs, et tout ceci est très mal connu, un texte, nous avons peu de textes, avant le Xe siècle, nous avons peu de textes sur Poitiers, mais celui qui est le mieux connu, celui d'Hildebrandt, contemporain de Charles Martel, parle des Européens, européens, qui étaient présents à Poitiers et qui ont repoussé les Sarrasins. Bon, ce terme européen signifie évidemment européen d'Europe occidentale, c'est-à-dire les Francs, les Gascons, et parmi les Francs aussi bien des Neustriens que des Austrasiens, et également des Germains. Mais le terme est là, européen, et l'importance de l'intervention du pape, de Saint Grégoire III, est aussi à souligner. Et Poitiers, bien qu'ayant, du moins dans un premier temps, bien qu'ayant eu peu de retentissement, est bel et bien une victoire de la chrétienté.
Guillaume est la souche des comtes de Provence. Les Raymond Béranger, la dynastie des Raymond Béranger et Béranger-Raymond, dit les comtes catalans, dont est issue Marguerite de Provence, épouse de Saint-Louis. Blanche de Castille était également issue d'une autre branche de la descendance de Guillaume, c'est-à-dire par les rois de Léon et de Castille. Et aux comtes catalans ont succédé par héritage les deux maisons d'Anjou, donc tous les Capétiens, à partir de Saint-Louis, sont issus de Guillaume. Mais plus que cette descendance par le sang, il y a une descendance par l'esprit, celle de la continuité. Guillaume le Libérateur n'est pas une figure de proue, pour employer l'expression de René Grousset, mais je dirais un précurseur. Il s'est écoulé peu de temps entre 972, 973 et 987, l'avènement du Capet, et le début de ce que Joseph Calmette a appelé le réveil capétien. Avant même que le mot capétien soit employé, le premier Robertien, Robert le Fort, tué en 866 à Brissart en Anjou devant les Normands, n'est pas sans analogie avec Guillaume. Tous deux sont issus de seigneurs qui ont apparu à ces moments difficiles où il fallait quelqu'un pour fédérer. Tous deux ont été, et ce qui est le plus important, tous deux ont été les précurseurs d'une politique que l'on pourrait qualifier d'empirisme organisateur. Je risque le terme, sans crainte d'un anachronisme. Cette politique, ce sont leurs descendants capétiens qui l'ont accomplie avec des périodes fastes et d'autres de décadence. Mais le résultat a été la spécificité française dans la chrétienté. L'historien d'Action française que je suis ne peut que le signaler. Cette œuvre, pour conclure, il ne faudrait pas l'oublier, a été initiée, entre autres, par des invasions qui n'étaient pas le fruit d'un désir de pillage. Charles Martel à Poitiers, Pelayo à Covadonga, Jean VIII à Rome et Guillaume le Libérateur à Tourtour ont arrêté des hordes qui avaient pour objectif premier la destruction des églises et des monastères. Disons plus clairement, la destruction de la chrétienté. Ceci n'est-il pas de brûlante actualité? Et je termine par là, n'est-ce pas, grâce aux précurseurs et aux figures de proue d'Orient et d'Occident, que nos pays de chrétienté ont pu, malgré les invasions, adorer le Dieu, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas de la religion que je ne nommerai pas.